qui a dit que pour réussir dans la tech, il fallait forcément être un ingénieur diplômé. De la poussière des marchés ivoiriens au sommet de l'innovation technologique, il n'y a qu'un pas. Un pas qu'un jeune béninois a franchi d'un bond. Enfant, bien avant de savoir lire, il démontait déjà ses jouets pour comprendre comment ils fonctionnent. À 14 ans, il a osé défier les codes pour devenir un acteur majeur de la tech en Afrique. À l'aide de quelques outils et d'une détermination à toute épreuve, il a décidé de relever un défi de taille, créer une entreprise technologique africaine capable de rivaliser avec les géants mondiaux. Richard Gauthier Odrado, un nom qui résonne comme un circuit imprimé, précis et efficace. Comment cet autodidacte béninois a-t-il réussi à brancher son entreprise sur le marché international? On se met à table pour le savoir. Bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Richard Gauthier Odrado, un jeune entrepreneur béninois qui a réussi à bousculer les codes de l'innovation technologique en Afrique. Richard, merci d'être avec nous. Oui, c'est un plaisir. Dans cet épisode, nous allons plonger au cœur de son parcours exceptionnel depuis ses premières expériences sur les marchés ivoiriens jusqu'à la création de sa start-up AS World Tech. Nous allons découvrir comment un adolescent sans diplôme d'ingénieur a réussi à devenir un acteur majeur de la tech en Afrique. Richard, tu as grandi dans un environnement très particulier, entouré d'électronique. Raconte-nous un peu ton enfance et comment est née cette passion pour la technologie. Merci, Witch. D'entrée, vous savez, j'ai eu la chance de naître dans une famille pas très nantie, ce qui a fait qu'on avait dos au mur. Et quand papa il a ses équaliseurs, ses amplis, vous savez ce que c'est, tous les dimanches avec de la musique, ma curiosité me poussait déjà à aller jouer au DJ très tôt. Et je me rappelle encore des coups de fouet que je recevais au pied. Ouais, mais l'autre chance a été d'avoir été très tôt dans la meilleure école, dans la meilleure université, et d'avoir eu à la fois le meilleur professeur. J'ai été à l'université de la vie, à l'école de la vie en même temps, et très tôt, mon père arrivait à jumeler son métier de croupier de casino et de commerçant. Donc, il vendait des appareils électroménagers. On a été d'ailleurs les premiers à distribuer des disques, des CD, ce que vous appelez les CD, et puis des appareils lecteurs DVD, des téléviseurs, et bon, enfin, tous ces appareils électro en Côte d'Ivoire. Donc, moulé dans cet environnement, je me rappelle que des fois, en plein 15 heures où on retournait au cours, mon père qui s'arrêtait en coup de chemin, qui dit « Attends, aujourd'hui, tu vas pas au cours, tu viens avec moi, on va à Boaké. » Ok, aventure oblige. Ben, là, on partait pour une nouvelle foire commerciale. Donc, grandi dans tout cet environnement-là m'a donné ce désir-là, cette curiosité d'aller vers la technologie et surtout vers le business. Donc, je pense que c'est le déclic. C'est de là que tout a commencé. Apparemment, c'était quand vous aviez eu 14 ans. Oui, je vais dire que c'est à partir de mes 14 ans, oui, exactement, qu'on a commencé cette aventure de foire commerciale où on vendait des équipements. Avant ça, c'était l'époque où on jouait avec l'appareil de disque, on jouait avec les équaliseurs de papa à la maison, mais c'était pas grand-chose. Ça, c'était juste l'entrée en matière. Après, à partir de 14 ans, de mes 14 ans, on a commencé l'expérience vraiment du business et le rapprochement avec la technologie. Et comment déjà à 14 ans, vous avez eu cette envie, cette passion de le faire? C'était quoi cette motivation que vous avez eue? Bon, vous savez, moi je dis, quand vous avez la possibilité de vous ennuyer de tout, ce qui occupe les autres, vous avez envie de faire autre chose. Et c'est ce que moi j'ai fait. J'avais envie vraiment de... D'ailleurs, mes copains, mes amis à l'époque, c'était des gens qui avaient 5 ans, 10 ans de plus que moi. Du coup, je m'ennuyais très rapidement avec ceux de ma génération. Donc, c'est ce qui m'a poussé à aller voir ce qui nous nourrissait la famille, l'activité de mon père. En plus, j'aimais bien ces équipements-là,
puisque je prenais du plaisir à démonter plus tôt, plus jeune, les jouets que j'avais pour comprendre le fonctionnement. Je suis curieux. Et cette curiosité m'a poussé vraiment jusqu'où je suis aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de Ice World Tech avec des équipements informatiques, des objets connectés et tout ça. C'est bien. Mais ma curiosité me pousse déjà à parler de satellites, de baskets connectées, de choses beaucoup plus grandes que ça. Et déjà à 14 ans, quelles étaient tes premières créations? À 14 ans, est-ce que j'avais des premières créations? Non, mes premières créations, c'était la destruction. En fait, j'allais plutôt bousiller les choses et j'essayais de les réparer. Papa ne tapait pas? Bon, il tapait pas tout le temps, mais il avait sa façon particulière de taper. Comment? Et Comment il faisait? vous avez envie de voir, il faut démontrer. Hein. Un peu, oui, allons-y. Démontrer, c'est que vous Allons-y. allez me donner vos joues. Il faisait ça. Tu sais, quand il arrive, on sait qu'il arrive. Là, tu vas recevoir 2 baffes jumelées. Aïe. C'est ça, les baffes jumelées. Donc, du coup, tu fais ça et il tire, il récupère tes 2 mains et il les tire vers le bas. Allez, pah! Aïe! Et du coup, tu n'entends plus rien, ça fait... Doum, 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 comme dans les dessins animés. Ben oui, je te jure, c'était ça tout le temps. Après, il y a eu quelques fouets, hein, donc les lanières. Je ne sais pas si Mais tout la ça génération servi d'aujourd'hui à a connu ça. tout ça servi à ce que vous êtes aujourd'hui. Bah oui, bah oui. Je vous dis que ma première expérience en tant que vendeur avec lui, lors de notre première fois ensemble, fois commerciale bien sûr, je me suis réveillé un matin, j'ai vu que tous les collaborateurs de mon père allaient acheter du riz à côté. Il y a une dame qui venait servir. Du coup, tout le monde achetait son plat et tout. Moi, je vais aussi vers la dame, je prends mon assiette, donc je commande ma bouffe pour faire mon petit déj. Le monsieur, il arrive vers moi, je parle de mon père, et il me pose une question. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, ça se voit, non, je déjeune comme les autres. Les autres, ce sont mes collaborateurs. Toi, tu es mon fils, c'est différent. Les autres, je ne peux pas leur imposer quoi que ce soit dans ma façon de traiter les gens. Mais toi, je dois te préparer. OK, d'accord, mais c'est pour ça qu'on est là. À quel moment préparer ne rime pas avec déjeuner? Prendre au petit déjeuner, quoi. Il me dit, en fait, quand tu te lèves, tant que tu n'as pas mérité ton petit déjeuner, tu n'as pas droit de manger. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour mériter ce plat que tu as dans la main? Il faut que tu te demandes ce que tu as fait. Il faut mériter ce que tu gagnes chaque jour. Je dis, OK, à ce niveau-là, jusqu'à ce que je dois manger, ça, c'est sûr que tu ne vas pas me voir Donc souvent. tu as laissé le plat, c'est ça? J'ai pas laissé, j'ai pas eu le choix. Il me l'a enlevé. Et du coup, ouais, j'ai appris à mes dépens. Et en fait, ce qui m'a enseigné en ce moment-là, apprécié aujourd'hui, c'est vrai que je boudais à l'époque, mais aujourd'hui, j'en suis tellement reconnaissant parce qu'il m'apprenait le goût du mérite. En fait, il m'apprenait le sens, il me donnait le sens du mérite. En fait, il faut mériter célébrer. Il faut mériter manger. Il faut mériter faire tout ce qu'on veut. Et mérite, quoi. Ben justement, c'est mérite. Et du coup, ouais, ça a été mon premier choc dans cette expérience-là. Super. Passons maintenant à un autre aspect de ton parcours. OK. Tes petits échecs et petites réussites ont donné naissance à ton petit joujou, Ice World Tech. Comment cela s'est passé? Bon, il faut dire que pour arriver à Ice World Tech, je ne me suis pas levé un matin, honnêtement, pour dire je veux créer. Ça y est. Le mec, il est inspiré, il veut créer une marque d'équipement informatique. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Avant ça, j'ai fait, à partir du moment où j'ai laissé les foires commerciales, donc avec l'aventure avec mon père, j'ai décidé à l'époque de me lancer dans mes propres activités. J'ai fait un salon de coiffure. Je ne savais pas coiffer, je n'étais pas coiffeur. J'avais recruté un coiffeur qui était 15 ans plus âgé que moi, qui m'a bien escroqué. Et du coup, j'ai dû vendre le salon de coiffure. Un matin, avant qu'il arrive, j'ai vendu le salon. Et c'était quoi sa réaction? Il est venu trouver. Le patron a vendu, c'est fini. Ça finit, quoi. Voilà, c'est tout. Il est revenu au chômage. Bah oui, c'est tout. Donc, du coup, il fallait relancer une nouvelle activité. Je suis parti dans la production des CD. Ça, c'était de la piraterie de ouf. Et ça marchait très bien. Attention, les gars ne seront pas d'accord avec toi. Hein. Ben, c'est mon passé. Ils vont me juger de mon passé, alors c'est pas possible. Du coup, écoutez, moi, j'étais jeune, plus jeune. Je suis pas vieux aujourd'hui. J'étais jeune. J'étais curieux, comme je vous ai dit. Je flairais du business. Il y avait un potentiel. C'était les disques qui marchaient. Les gens voulaient écouter des chansons, de nouvelles chansons. Donc, moi, j'arrivais à pirater, à revendre, à copier, à multiplier les CD, à revendre. Et c'était un business qui marchait trop bien. Sauf que jusqu'à ce qu'un soir,
en pleine discussion avec des clients, j'ai reçu la visite des SECOS. SECOS, c'est une unité de commando ivoirien qui avait été mandatée pour stopper la piraterie à l'époque. Du coup, ils m'ont chopé. Aïe, j'ai eu la chance. J'ai reçu d'abord 2 bonnes baffes et j'ai réussi à me glisser sur les Apparemment, CD-là. Richard a reçu assez de baffes dans sa vie. Bah oui. Bonne dosette de baffes. Et du coup, je réussis à filer de là, sans chaussures et sans ma recette. J'avais près de 1 million et quelques de recettes ce jour-là. J'ai tout laissé, j'ai fui. Du coup, bah, je fuis, je recommence à zéro. Je décide là d'aller à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que j'atterris à Oumé et je commence à vendre des téléphones. Je vais connaître encore un échec cuisant. Ensuite, j'avais observé pendant qu'on faisait les foires commerciales, j'avais un ami dont le père était spécialiste en sandwich. Il faisait des sandwichs. Bon, c'est vrai que nous, on avait le plus beau stand souvent, très beau, avec des écrans télé, tout le monde venait regarder. Mais j'avais observé que, en fait, il y avait ce monsieur de sandwich, lui, à la place des écrans et du monde, il avait beaucoup de sachets noirs pleins qui passaient. Et ces sachets noirs étaient remplis d'argent. Donc, il vendait tellement parce qu'il avait une recette spéciale d'omelette gâteau. Quand il démarrait, tout le monde était attiré, omnibulé, on allait manger et tout. Donc, il se faisait beaucoup d'argent. Et du coup, derrière, moi, j'ai appris à mes heures perdues à faire ce sandwich-là, ces omelettes-là et tout. Donc, quand le business des téléphones a chuté, à l'époque à Oumé, j'ai dû transiter rapidement vers le sandwich. J'ai fait un petit stand et j'ai commencé. Je vous jure que c'était une très belle expérience. J'ai fait tellement de chiffres d'affaires en un temps record que j'avais compris pourquoi ce monsieur, il adorait faire ses sandwichs. Et de là, ben, j'ai dû rentrer au Bénin après mon baccalauréat. Et du coup, j'ai commencé les études en ligne parce que je trouvais pour moi que c'était une perte de temps d'aller m'asseoir sur les bancs à la fac. Et c'est comme ça que voilà, je suis rentré au Bénin, j'ai recommencé tout à zéro ici. Et j'avais plus d'amis, j'avais plus de relations. Du coup, il me fallait reprendre tout ça, recréer mon carnet d'adresses. C'est comme ça que j'ai décidé en fait de commencer à faire des démarches auprès des vendeurs de ciment. Donc, j'allais négocier, je prenais des tonnes et je revendais. Donc, ça a été après ça. J'ai pris un boulot où on me payait à peine, je crois, 25 000 à l'époque. Où je voulais juste recréer un réseau, quoi. Donc, après ça, j'ai eu la chance d'atterrir dans un vaste programme où j'étais spécialiste junior en passation de marché. Bon, avant d'être spécialiste junior, j'ai été embauché comme stagiaire pour 3 mois en tant qu'archiviste. Donc, après le premier mois, ben, je cartonne. Et là, le premier jour où j'arrive, il pleuvait. J'avais rendez-vous à 8 heures. Je suis rentré sous la pluie avec un costume que j'avais pris à Misebo, à peine 3 000. Aujourd'hui, j'ai un beau costume, j'avoue. À l'époque, il n'était pas si beau. Et du coup, je suis arrivé tout trempé. Donc, j'arrive, le monsieur, il me regarde, il me fait OK, c'est vous le stagiaire? Je dis oui. Vous êtes tout trempé? Je dis oui. Pourquoi vous n'avez pas attendu la fin de la pluie? Je dis la pluie n'est pas une excuse. Et du coup, il m'a kiffé sur le coup et là, c'est parti. Après, je suis devenu spécialiste et je m'ennuyais parce qu'il n'y avait pas de créativité. Ce qu'on faisait, notre boulot, c'était de copier des manuels de procédure, adapter à de nouveaux projets tout le temps, entre quatre murs, et moi, ça me saoulait. Du coup, j'ai démissionné alors que j'étais super bien payé et je suis parti pour faire une nouvelle aventure dans la nuit. J'ai commencé en tant que manager de bar à nouveau et là, je découvrais. Mais franchement, ça a été ma plus belle expérience parce que c'est dans la nuit que j'ai reconstitué tout mon réseau. Vous savez, en journée, il y a des gens que vous ne pouvez pas rencontrer. Ils n'ont pas le temps de vous recevoir. Mais dans la nuit, bah, dans la boîte de nuit, bah, tous les coups sont permis, on échange, on parle, tout le monde parle à tout le monde, on s'amuse et tout. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me faire un nouveau carnet d'adresses qui m'a servi et qui continue de me servir jusqu'à aujourd'hui. Bravo. Et pendant cette période de nuit, vous savez ce qui s'est passé? J'ai perdu mes 2 smartphones. Le smartphone professionnel et celui personnel. Pour arriver à ce point, j'ai sauté des étapes où je devais faire le WhatsApp qu'on connaît aujourd'hui parce que j'ai fait Easy Contact. Et je découvre après quelques années que WhatsApp explose. J'ai les nerfs. Du coup, après, je vais faire ScoopMe, Isoku et pas mal de projets qui vont tous échouer jusqu'à ce que je perde mes smartphones. Et ce qui s'est passé, c'est que, est-ce que vous avez déjà perdu votre téléphone? Vous avez ressenti quoi? Indescriptible. Indescriptible. Et vous qui nous regardez, si vous avez déjà perdu un téléphone, j'imagine ce que vous pouvez ressentir.
En fait, il n'y a pas que la perte du matériel. Il y a toutes ces données-là à caractère personnel et professionnel. Imaginez-vous dans les mains d'une personne aux intentions malsaines, vous êtes mal barré. Du coup, je l'ai vécu très mal. Et alors, ce que je décide de faire, c'est que je ne veux pas vivre la même chose. Je vais acheter un nouveau téléphone, mais je cherche une solution anti-vol et anti-oubli pour smartphone. Pour la montre connectée? Exactement, vous l'avez deviné. Parce que, en fait, tout ce qui existait à l'époque, ce sont des pseudo anti-vol. Parce que je pense qu'un anti-vol doit empêcher le vol. Alors que c'est après avoir perdu le téléphone qu'il faut le géolocaliser et c'est souvent trop tard. Du coup, moi, j'ai décidé d'apporter ma solution à mon problème, une solution préventive qui empêcherait le vol. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire IceWatch, la première montre connectée dotée du premier système anti-vol et anti-oubli préventif pour smartphone Bravo. au monde. Ce qui m'a valu le prix de la meilleure innovation à Londres en 2021 et en 2024 aussi. Ça continue de faire son bout de chemin. Donc, tout est parti de là. Après, je vous raconterai peut-être la suite. D'accord. Et quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées lors du lancement d'Ice World Tech? Comment tu as réussi à les surmonter? C'est beaucoup d'émotions, ça me fait Raconte, revivre. raconte. Ouais. Écoutez, vous savez, déjà pour produire le MVP, c'est-à-dire le prototype de la montre, c'est galère parce que vous savez qu'on n'avait pas d'infrastructure adaptée pour créer un prototype d'une montre connectée au Bénin. Et du coup, il me fallait déjà trouver les bonnes personnes, les bonnes compétences qui sont capables de me produire mon prototype. Il fallait rassembler aussi les fonds pour le faire. Et j'ai été arnaqué 2, 3 fois avant de tomber sur une entreprise, une usine sérieuse en Chine qui a accepté de me fabriquer mon prototype. Dans un premier temps, ils m'ont dit que ce n'était pas possible parce que j'utilisais, moi, dans mon concept, la technologie Bluetooth, la 4.2. Vous savez que la technologie Bluetooth n'est pas stable. Donc, sa portée va de 10 à 13 mètres. Du coup, vous ne savez jamais exactement où elle commence, où elle s'arrête. Et du coup, ça, pour eux, ça ne pouvait pas permettre de mettre en place la IceWatch V7 qui devrait alerter en cas de distance de 3 mètres de son smartphone. Et je leur ai expliqué en fait que c'était possible en mettant en place un troisième intervenant qui devrait jouer le rôle de lanceur de fausse alerte. C'est-à-dire, avant que le Bluetooth ne se déclenche pour aller à 13 ou 10 mètres, je lance une fausse alerte. Dès que le signal se déclenche, à 3 mètres, le déclencheur de la fausse alerte lui dit que tu es arrivé à ton niveau maximal. Du coup, lui il dit OK, c'est mon niveau maximal. Et il reste à 3 mètres. Et c'est comme ça que ça a marché. Ils ont essayé à nouveau. Ils ont dit, oh, ça marche. Et du coup, ils étaient surpris. Et c'était vraiment super intéressant pour moi. J'étais super content. On a réussi. J'ai reçu mon premier prototype. Il faut dire que j'ai raquetté un peu en style Love Money. Ma petite sœur à l'époque et ma femme que je venais à peine de connaître qui m'a aidé un peu en me disant, écoute, je te donne pas, j'investis pas, je te prête cet argent parce que je crois en ce que tu veux faire. Et du coup, après, tu me rembourses. Donc, c'était les investisseurs, ça? Non, j'ai bien dit qu'elle n'a pas investi. Si vous Ah. dites ça, elle va dire qu'elle investit ça. Non, Ah. bah arrêtez. Ah. Pourquoi elle n'a pas investi en ça? Non, je rigole. En fait, elle a été très claire. C'était juste pour m'accompagner vraiment. Parce qu'on ne savait pas, ni elle ni moi, que ça allait marcher. Moi, j'étais fou. J'étais sûr que ça devrait donner un truc et tout. Donc, j'ai eu mon prototype. Et après, qu'est-ce qui s'est passé avec le prototype? Il fallait maintenant produire. Et pour produire, il me fallait mobiliser environ 75 millions déjà pour la fabrication et pour tout ce qu'il faut comme paperasse, taxes, douanes et tout ça pour ramener les produits. Je me retrouvais à 100 millions environ à mobiliser pour avoir environ 3000 pièces. Parce qu'il faut atteindre un seuil de rentabilité. Donc, il faut faire 3000 pièces minimum. Je n'avais pas ce montant-là. Ça fait comment? Justement, j'ai fait une vidéo que j'ai mise sur Internet et en 72 heures, j'ai eu plus de 12 000 intentions d'achat. Et j'ai inventé un prix en regardant ce qui se passait sur le terrain, sur Internet. Et j'ai inventé un prix de 100 dollars à l'époque. Et j'ai eu, figurez-vous, plus de 100
personnes à travers le monde qui m'ont envoyé leur argent sans avoir vu le produit. Waouh. Oui, c'était vraiment waouh. Waouh. Et du coup, j'avais les précommandes de 100. Ça ne suffisait pas pour produire 3000. Et j'ai commencé à toquer à des potes, à demander à des gens, parce que moi, davantage, je croyais au potentiel de mon business. D'abord, je pars du fait d'apporter une solution à mon problème, et je me rends compte après que c'est la solution au problème de millions de personnes. Et du coup, je trouve que c'est un bon business. Je transforme ça en produit, et là, ça devient une entreprise, et je cherche à mobiliser les fonds, sauf que, vous savez, aucune banque ne va te donner de l'argent sur un business que tu crois. C'est pas possible. Il faut avoir un historique. Il faut avoir 3 années de bilan. Donc, moi, j'avais pas tout ça. Et les business angels que j'ai essayé de rencontrer, ils m'ont dit, t'es fou. Béninois, tu veux créer un monde connecté, qui va acheter ça? Laisse tomber ton histoire. C'est beau, mais tu sais, nous, on t'aimait bien quand tu étais dans la nuit. Il faut créer un bar, on va te soutenir. Aïe. Ça te décourage. Les salauds. Comment tu as fait? Et en fait, à chaque fois que j'entendais ces refus, je recevais, j'encaissais, ça me donnait comme une sorte de super pouvoir. J'avais envie de leur démontrer que j'étais capable de faire tout ça. Alors, j'ai réfléchi. Je n'avais pas les moyens de produire les montres. Par contre, je pouvais produire d'autres équipements à petite échelle, donc avec de petits volumes, et pouvoir les mettre sur le marché rapidement et me faire connaître, développer une marque. Parce qu'un jour, j'ai eu la chance d'aller pour ma première fois en France avec mon épouse. Et j'étais couché quand je regardais, j'observais le phénomène de la neige qui tombait, le petit Gao à Paris, qui tombait sur le Velux. Et quand je regardais, j'ai pu observer que c'est plusieurs petits flocons de neige qui formaient la masse qui arrivait à m'empêcher de voir dehors. Et je me suis dit, bon, il fallait plusieurs produits pour faire ce que je veux. Et c'est comme ça, j'ai décidé. Ce jour, je me rappelle, avec un grand sursaut comme ça, je suis allé voir ma femme, je lui ai dit, écoute, j'ai une idée. Elle dit, OK, c'est quoi ton idée? Toi encore. Elle va encore investir. Je dis, OK. Non, arrêtez, Ah witch. oui. Finalement, D'accord, vous êtes d'accord. vraiment une witch, quoi. Allons-y. En fait, elle a fait, c'est quoi encore ton idée? Je dis, ben écoute, je vais faire 2 produits. Elle dit, lesquels? Je dis, je vais faire des ordinateurs. Pourquoi? Pourquoi tu vas faire des ordinateurs, Richard? Tu ne peux pas comparer avec ceux qui font déjà les ordinateurs. Tu ne peux pas challenger avec eux. C'est chaud, là. J'ai dit, t'inquiète, je te dirai pourquoi. Ensuite, je vais faire des lunettes connectées. OK, d'accord. Bienvenue dans James Bond, quoi. Écoute, tu veux faire des lunettes connectées. Pourquoi? À quoi ça va servir? Qui va acheter ça? C'est là que je lui ai expliqué que je me suis surpris plusieurs fois en train de chatter au téléphone. C'est dangereux pour moi, c'est dangereux pour tous les usagers de la route. Du coup, si j'avais mon téléphone, la fonction audio dans mes lunettes, je crois que je resterais à la fois concentré et connecté, sans toucher à mon écran. Parce que quand on regarde son écran, la question c'est qui regarde la route? Personne. D'où j'ai décidé de faire des lunettes connectées. Et c'est après mes recherches que je vais me rendre compte que d'autres avaient déjà développé des lunettes connectées bien avant moi. Ouais, je croyais que je venais C'est sortir maintenant que l'innovation de l'idée ouf. venait. Ouais. Je viens très tard dans un monde trop vieux. Par contre, je me suis dit, ben, c'est pas grave. Pourquoi ça n'a pas marché? Là, je me suis rendu compte que ça n'a pas marché parce que c'était truffé. C'était Google à l'époque, Google Glass. C'était truffé de technologie. En fait, vous voyez ce que je pote? Vous ne savez pas que c'est connecté. C'est simple, c'est chic, On dirait des lunettes ordinaires. tranquille. Et du coup, j'ai compris que les gens n'achetaient pas parce que c'était truffé de technologie. Quand tu mettais, tu avais l'air d'être dans Robocop et tout. Ça pesait trop lourd. Et personne n'avait envie forcément d'exposer toute sa vie à travers des caméras embarquées et tout ça. Et puis, ça coûtait super cher. Donc, moi, j'ai décidé de faire beaucoup plus simple. Je mets le minimum de technologie, l'essentiel en fait qui va servir à éviter les accidents de la route et faire en sorte que ça reste classe, cool et chic. Et surtout accessible. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait rapidement mes prototypes et ça a cartonné. Les premiers échantillons que j'ai fait 100. Quand j'ai récupéré les 100 à l'aéroport, je suis allé m'asseoir au Côte Bar. Je suis resté là jusqu'au soir. J'ai vu que les gens sortaient, les gens arrivaient plutôt, et j'ai mis le premier modèle et j'ai connecté à mon téléphone, j'ai commencé à fanfaronner. En fait, j'appelais personne, mais je parlais, quoi. En fait, je parlais, je communiquais. Les gars à côté, ils se sont dit, c'est qui les fous, ils parlent tout seuls. Il y a un Nigérian qui m'a approché, qui m'a demandé, qu'est-ce que tu racontes avec tu? J'ai dit, non, je suis en communication, stop, je viens, je te reviens. Et je vais vers lui après, je dis, oui, il me dit, attends, tu parles avec quoi? Je dis, avec mes lunettes.
Ouais, la même réaction. Il m'a dit, comment tu parles avec tes lunettes? Comment ça se fait? Et dans tout ce brouhaha-là, comment tu Ouais. entends? J'ai dit, bah écoute, j'ai les anti-bruit qui éloignent le bruit environnant. Et puis, j'ai l'orientation des écouteurs qui rentrent directement dans mes oreilles. En plus, c'est semi-condition osseuse et semi-haut-parleur. OK. Intéressant, ça. Où est-ce que je peux acheter ça? J'ai dit, tout de suite, j'en ai en stock. Tu en as en stock? OK. Tu es le distributeur? J'ai dit, non, je suis le fabricant. Ah! Ça marche. Bam! Ouais. Fabricant de lunettes connectées. C'est ouf, t'es sûr? J'ai dit, ouais. On a débattu ce jour-là, il est devenu mon super pote, mon premier client. Il en a acheté 4 après. Il en a offert à ses amis et tout. Et j'ai fini mon stock de 100 lunettes en un temps record. J'ai même pas fait 48 heures. Applauso. Ouais. Et du coup, ça a été la même chose presque, mais avec un peu plus de difficulté avec les ordinateurs. Pourquoi les ordinateurs? Parce que moi aussi, j'avais un ordinateur HP à l'époque. Ce qui se passait, c'est que quand vous achetez un ordinateur super cher et que vous avez une panne, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir un réparateur. Parce que HP n'a pas de représentant officiel. Ils n'ont pas, je ne veux pas dire représentant. Notre marché, il est tellement insignifiant pour eux qu'ils ne vont pas venir faire des investissements de services après-vente locaux. Et du coup, ils nous laissent, Débrouillez-vous, quoi. voilà, on se débrouille, on se démène avec les charlatans qui vont nous dire qu'ils vont nous commander des pièces au Au Nigeria, des Nigeria, pièces qui n'arrivent presque jamais. jamais. Et quand ça arrive des fois, il faut prier, jeûner pour que ça marche. Et c'est galère. Le pire, une semaine après, ça se bousille encore. Et c'est votre problème. Ah, Et du coup, moi, j'ai décidé d'apporter une solution à ce problème. Faire des ordinateurs de qualité et de normes internationales avec un service après-vente adapté, optimisé pour le besoin local. Et tout ça à moindre coût, moins cher que la concurrence. Bah, j'ai commencé mes premiers essais. On m'a dit, OK, c'est pas mal ça, mais honnêtement, je ne connais pas ta Mac. Je préfère utiliser un MacBook avec la pomme. Je ne veux pas dire son nom. ouais. Il sait de qui je La pomme parle. croquée. Il va se reconnaître. Ouais. Oui, je parle de toi. Qui continue à utiliser la pomme et qui m'a promis changer bientôt. Donc, il va changer. Du coup, j'ai réussi à mettre en place des stratégies. Parce que je dis, vraiment, une entreprise, c'est une question de stratégie. Et c'est comme ça que j'ai développé ces produits qui m'ont permis après de mobiliser des ressources pour pouvoir fabriquer la montre finalement. Super. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai payé des chaînes, je vais pas les mentionner, pour avoir de la visibilité à l'époque. Sauf que j'ai eu ROI zéro. Zéro retour sur investissement. Il a fallu que j'aille en France et que je décide en fait de voir les médias internationaux. Et je vais aller m'approcher d'eux et demander. Et tout, on m'a dit non, il n'y a pas de possibilité pour vous. Déjà, si on doit vous prendre, c'est dans 6 mois. Et même la facture, elle est salée, je ne peux pas payer. Du coup, je rentre chez moi, tout vénère et mécontent. Qu'est-ce que je décide de faire? Je dis à ma femme, je vais faire 4 courriers, pardon. Elle dit, OK, tu veux écrire à qui? J'ai décidé d'écrire à Emmanuel Macron, Cédric O, qui était le ministre du numérique à l'époque, Alain Griset et Elisabeth Moreno. Vous imaginez qui m'a répondu en premier? Élysée. Alors, j'ai reçu le courrier, j'étais super content et là, d'avoir osé, vraiment. Et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir eu un entretien rapide. Petite parenthèse. Hein? Votre beau-père, il a dit quoi? Ah, t'as du culot quand même. Aïe. Et il faut en avoir parce que ça a marché finalement. Et moi, j'étais fier de moi. De toute façon, ma vie n'a été que succession de culots. C'est pour ça que je mets bien des culottes. C'est une petite blague. Alors, du coup, après ça, moi, on ne pouvait pas forcément me financer parce que j'avais une entreprise africaine. OK, donc, et puis, c'était pas la banque non plus. Donc, j'ai eu des recommandations grâce auxquelles les choses sont allées beaucoup plus vite et ça a marché. C'est comme un peu l'anecdote avec Microsoft où j'ai besoin de licences en bulk, en volume. Et du coup, moi, je fais plus de 6000 km de Cotonou à Paris et j'arrive là-bas la première fois. Impossible de voir même les agents de sécurité. Je reviens zéro, sans rien. Alors que j'y vais pour négocier, pour acheter, moi. Et la deuxième fois, j'y retourne. Et là, j'ai réussi à voir les agents de sécurité qui me disent que c'est pas possible de rentrer sans rendez-vous.
de voir qui que ce soit sans rendez-vous. Alors que moi, je cherche sur les réseaux, LinkedIn, sur le site internet, j'essaie de prendre des rendez-vous, mais zéro, ça marche pas. Tout est saturé. Du coup, qu'est-ce que je fais après? Bah, écoute, je retourne troisième fois. Et cette fois-ci, je dis, ça marche ou ça casse. J'ai attendu l'heure de pause. J'ai vu les gens sortir et tout. Et à leur retour, je me suis faufilé parmi eux, je suis rentré. Donc, j'ai réussi à passer la sécurité. J'arrive dans le hall, bah, technologie au point. Ils ont rapidement détecté les visages, ils ont vu qu'il y avait un intrus. Ils sont venus vers moi. Monsieur, vous cherchez quoi? Vous avez un rendez-vous? J'ai dit, non, j'ai pas de rendez-vous. Par contre, je dois avoir quelqu'un avec qui discuter pour acheter des licences en gros. Et si vous n'avez pas de rendez-vous, c'est pas possible. J'ai dit, où vous me voyez là? Je ne bougerai pas tant que je ne vois pas quelqu'un. Ça fait la troisième fois. Et aujourd'hui, j'ai réussi à entrer. Je ne bougerai pas. Wow. Ils m'ont dit, OK, on verra. Ils sont restés devant moi, à me mater, à me regarder. Et puis, je suis là. On a fait plus de 40 minutes debout à se regarder. Et quand j'ai aperçu des personnes descendre de l'ascenseur, vu comment ils étaient habillés, ils se parlaient et tout, je me suis dit c'était des managers et tout. Donc, je les ai approchés, je leur ai parlé. Et ils m'ont dit, OK, vous venez d'où déjà? J'ai dit, du Bénin. C'est où le Bénin? OK. La fameuse question. Ouais, c'est juste à côté du Nigeria. J'espère que dans 2 ans, ils vont plus poser cette question. De toute façon, ils savent déjà. Et vous êtes sûr que vous avez besoin d'1 million de licences? Vous pouvez acheter 1 million de licences? Puisque je suis là, c'est pas vous qui avez payé mes billets. Ça fait 3 fois. OK, d'accord, ça semble sérieux. Allons discuter. Wow. Ouais. Wow. Donc, c'est une question vraiment de culot. Il faut aller au culot parce que après, vous perdez rien à essayer. Vous comprenez? Donc, du coup, ça a été une suite d'événements comme ça. Après, moi, à qui on avait dit 6 mois et tout, ben, écoutez, l'apothéose, je passe sur France 24. Et vite fait, ça explose. Parce que l'émission est passée, a été traduite en... Non, elle n'a pas été traduite. On a fait carrément 3 plateaux. Donc, français, anglais et arabe. Et c'était l'explosion. Ça fait le tour du monde. Le tour du monde. Et comme ça, je commence à recevoir des coups de fil de partout, des commandes qui explosent. Et quelques jours plus tard, il y a une influenceuse, journaliste, activiste, Fayeon, du Nigeria, qui m'a appelé et qui a voulu faire une vidéo sur mon parcours et tout. Ben, on s'est parlé à peine une vingtaine de minutes au téléphone. Le lendemain, à 7 heures du matin, mon téléphone crépitait. OK, je vais regarder, je vais voir. Ben, ça explose de Nigérians de partout dans le monde qui sont à Londres, aux États-Unis, au Nigeria, et qui me disent, c'est la première fois que moi je lis des humains dire à un autre humain, on veut te rendre milliardaire. On est fier de ce que tu fais, on veut te rendre riche. C'est vrai que j'ai eu très tôt des propositions de rachat, mais ça n'a pas été ma vision de vendre. Vous voyez? Donc, je développe une marque qui vient pour une fois, quand bien même qu'elle est dans la tech, euh, associer toute sa démarche à l'humain. Tu vois, la technologie qui vient au service de l'humain. Donc, on va construire notre positionnement, notre branding autour de ces valeurs-là, la synergie, la solidarité, l'entraide, parce qu'on sait qu'on est très individualiste en réalité en Afrique. Et on a tendance à ne pas vouloir laisser l'autre réussir, à ne pas vouloir voir d'un bon œil le succès de l'autre. Et moi, je viens avec toutes ces valeurs-là incrustées dans une sorte de révolution pour dire que c'est possible, pour dire qu'on peut naître sur ce continent, étudier sur ce continent, euh, travailler sur ce continent, entreprendre sur ce continent et réussir en restant sur ce continent. Super. L'avenir de Ice World Tech, c'est quoi Euh, les prochaines innovations? Écoutez, on travaille actuellement sur des baskets connectées. Ce sont des baskets qui vont permettre aux gens, au soir à 19 heures, d'avoir la même énergie que le matin à 8 heures. Ça va réduire la fatigue corporelle. Donc, on va intégrer beaucoup de technologies qui sont très sympas. Vous allez adorer. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, on a beaucoup d'enthousiasme au niveau des distributeurs européens. Logique, ils marchent beaucoup plus que nous. Du coup, ils mettent beaucoup plus de baskets que nous. Donc, ouais, il y a pas mal d'intérêt là. Et nous travaillons, ça c'est très imminent, à lancer notre plateforme qui va nous apporter une solution intégrée. Donc, on crée notre propre environnement technologique avec des services de cloud, d'intelligence artificielle intégrée. Vous allez vraiment adorer ce qui arrive. En marge de ça, on a pas mal de projets. On envisage sur le long terme, par contre, lancer notre propre satellite pour maîtriser tout ce qui a rapport avec la connectivité, les données en temps réel et tout ça, pour
toucher de doigt ce que nous défendons, la souveraineté numérique africaine. Dis-nous, selon toi, quelles sont les opportunités et les défis de l'entrepreneuriat technologique? Le premier défi pour moi, c'est le mindset et la formation. Pour moi, c'est couplé. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir du début jusqu'à la fin. Ce qu'il faut surtout pas perdre en entrepreneuriat, c'est l'énergie. L'enthousiasme, l'engouement, susciter l'engouement autour des autres. Parce que quand vous dégagez une énergie positive et que vous croyez en ce que vous faites, vous allez attirer de l'énergie positive. C'est clair qu'il y aura aussi de l'énergie négative qui va venir vous rendre visite, Mais plus mais du plus de positif. positif, c'est clair. OK? Et c'est ça qui va vous permettre aussi, c'est le carburant indispensable dans votre véhicule pour atteindre vos objectifs et dépasser, contourner, je ne sais pas, ou solutionner les difficultés, les problèmes que vous allez rencontrer sur votre chemin. Donc, mindset et formation. Formation, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une université très riche et accessible, Internet. Donc, on a la possibilité de s'auto-former, d'aller apprendre beaucoup de choses sur Internet. Moi, comme vous l'avez dit à l'entame, je n'ai pas été en études d'ingénierie Mhm. informatique et j'ai appris vraiment beaucoup sur le tas. C'est Bien vrai sûr. que j'ai quand même fait des certifications poussées de Cisco, réseau à l'université d'Abomey Calavi, par exemple, et d'autres universités, 4 universités en ligne. Mais c'est pas des cursus classiques d'ingénierie, de master, de MBA et tout ça. Non. En dehors de ça, quand vous pensez, vous voulez développer une innovation, développer un produit, vous avez besoin de faire des prototypes. Il vous faut des infrastructures adaptées pour et que ça soit accessible. Parce que tant que c'est pas accessible, il y a beaucoup d'innovations qui meurent au placard. La dernière chose, c'est l'avant-dernière chose, c'est le financement. Le financement, c'est vraiment très compliqué sous nos cieux parce que déjà, on n'a pas la culture du risque. On ne pardonne pas non plus l'échec. Du coup, c'est compliqué de financer des gens qui ont beaucoup de potentiel d'échouer. Alors que c'est l'un des critères reconnus de l'innovation, de Ouais. rupture. Je suis sûr que la majorité de tous ceux qu'on a en exemple aujourd'hui comme entrepreneurs à succès, comme success stories, c'est forcément des gens qui, ma foi, ont déjà échoué bon nombre de fois. Et s'il y avait personne derrière pour les encourager, les financer à maintenir le cap, ben, je crois qu'on n'aurait même pas d'Elon Musk aujourd'hui. On n'aurait pas de Dangote aujourd'hui, on n'aurait pas de Tony Elumelu. Mhm. Vous savez, Elon Musk a failli mettre la clé sur la porte plusieurs fois. Et c'est parce qu'il y a eu du financement. Donc, il faut qu'on arrive à apprécier le risque, à comprendre qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'échecs pour avoir des résultats positifs. Parce qu'on n'échoue pas quand on n'essaie pas. Et pour réussir, il faut essayer. Bien Donc, sûr. c'est vraiment intégrer ça au process. Après le financement, il y a les équipes. On a un gros problème. On ne sait pas travailler ensemble. Quand vous rassemblez des jeunes, vous avez une idée, par exemple, tout le monde veut être patron. Ce Ouais. qu'ils oublient tout de suite, c'est que le patron, c'est censé être celui qui travaille plus que tout le monde. Bien sûr. Il Parce donne que c'est lui, l'exemple. voilà, il coordonne Il est et le tout, moteur. oui. Donc, il doit donner l'exemple. Eux, ils veulent pas donner l'exemple. Ils veulent pas se tuer à la tâche. Ils veulent quand même déjà avoir un titre tout de suite. Ils veulent se vanter. Ils veulent bling bling. Et ils sont pas vraiment dans le fond. Ils restent superficiels dans la forme. Et il y a des jalousies inutiles qui naissent. Donc, il y a l'esprit, le facteur équipe, savoir travailler ensemble, savoir mobiliser des personnes qui partagent votre vision. Moi, par exemple, je me rappelle qu'à aucun moment du parcours, je n'ai recruté. Bon, je ne recrute pas, en fait. C'est comme si c'était euh, euh, une, c'est une vision auquel les gens adhèrent. Donc, vous venez comme vous êtes, vous allez adhérer à la vision et vous allez faire vos preuves. J'ai 85% de jeunes qui sortent d'école, qui n'ont pas d'expérience et qui viennent tout apprendre avec moi et qui aujourd'hui ont des responsabilités, ils vont en mission, ils font les premières missions à l'étranger et tout. Je délègue, je leur fais confiance. Vous avez droit à l'échec. Vous avez le droit de faire des erreurs, mais les erreurs en essayant de faire de nouvelles choses.
pas en essayant de faire ce que vous savez, vous êtes censé savoir faire déjà. Donc, du coup, il faut vraiment fédérer, pas recruter. Quand les gens se sentent appartenir à une vision, ils se donnent davantage. Et du coup, il y a une politique de gouvernance que j'ai instaurée chez moi, par exemple, qui est le pilotage par la valeur. D'accord. Donc, c'est une organisation légèrement aplatie qui met tout le monde à l'aise, qui permet à tout le monde de donner son opinion, de travailler et d'innover, de se sentir concerné. Parce qu'à la fin de la journée, je veux pas que tu te sentes comme je suis venu travailler, j'attends mon salaire et c'est tout. Ouais. Là, t'es pas motivé. Je veux que tu comprennes que tu contribues à quelque chose. Tu vois, Que tu sois utile, quoi. tu construis quelque chose, tu bâtis quelque chose de grand avec d'autres personnes et que ton nom restera à jamais gravé. Moi, si je devais avoir des photos accrochées au mur, au bureau, je pense que je mettrais la photo des héros qui travaillent avec moi. Ce sont mes collaborateurs. Et Quelques c'est noms. d'ailleurs pour que, pardon? Quelques noms. Quelques noms, je vais citer Laurine, je vais citer Vincent, je vais citer Romaric, je vais citer, il y a plein, Armel, je vais citer Jobert. Ils sont vraiment pléthores, qui méritent que je mette leurs photos sur mon mur pour les regarder chaque jour parce qu'ils comprennent la vision. On passe beaucoup plus de temps ensemble que chaque membre de nos familles à la maison. Donc, on est carrément une autre famille. Et chez nous, quand tu touches à une personne, tu touches à tout le monde. D'accord. Et pour ce jeune, Africain, ouais, il voudrait créer sa propre entreprise de technologie, quel conseil tu pourrais lui donner? Ah, conseil. En fait, je n'aime pas trop m'ériger en donneur de conseils parce que il vaut mieux appréhender les choses par soi-même parce que les circonstances sont différentes, les temps et tout. Du coup, je peux donner un conseil aujourd'hui qui va induire d'autres personnes en erreur parce que c'est pas les mêmes réalités en son temps. Du coup, ce que moi je recommande plutôt, c'est l'action. Excusez-moi, la plus grande innovation, la plus grande chose à faire, le plus grand conseil peut-être de tous les temps pour moi, c'est de dire aux gens, passez à l'action. Vous avez une idée, passez à l'action. Vous n'êtes même pas sûr de vous lever demain. Passez juste à l'action. Parce que dans l'action, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez corriger vos erreurs et vous aurez l'expérience. Et il n'y a pas quelque chose qui a plus de valeur que l'expérience. Donc, un conseil pour tout entrepreneur, malgré que j'aime pas trop le thème conseil, c'est passer à l'action. Oser. Allez au culot, n'ayez peur de rien du tout parce que au pire, vous perdez. Et quand vous perdez, vous apprenez toujours. Donc, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui peut bien vous faire peur dans l'échec. Parce qu'au départ, vous avez l'échec. Vous avez 0, en fait. Donc, du coup, essayez, tombez, recommencez. Ouais. Par contre, il ne faut pas être... il y a des coachs, je vois souvent qui disent restez focus, obstiné. Et vous avez décidé, par exemple, d'aller sur un secteur d'activité, ça n'a pas marché, restez dedans 10 ans, 20 ans, vous allez vous en sortir. Excusez-moi. C'est pas vrai. Il faut apprendre à faire des pivots. Il faut apprendre. Vous voulez rentrer dans une maison, vous toquez à la porte. Vous remarquez que la porte ne s'ouvre pas et la fenêtre est ouverte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas la fenêtre. Oui, c'est tout. Vous passez par la fenêtre. Donc, quand vous restez obstiné sur la porte, vous allez vous casser les doigts, il n'y aura rien du tout. Passer par la fenêtre, c'est peut-être la solution. C'est un risque d'infraction aussi, hein? Ça dépend. Justement, c'est ça. Ouais. Il y a des infractions. Je vais vous parler, par exemple, de l'anecdote de stratégie. Moi, je veux voir, par exemple, je veux avoir MTN comme partenaire. Si je veux avoir MTN comme partenaire ou Move comme partenaire, whatever, je vais aller chez l'un d'entre eux et je vais montrer à l'autre que j'étais chez l'autre et que l'autre me fait des avances pour travailler avec moi. Ouais. C'est des risques. Parce que si les deux se parlent à un moment donné, on dit « Ah, c'est un mytho, lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte ?» Et pourtant, ça se passe partout. Dans les gros cabinets d'avocats, dans les grosses boîtes, les grandes entreprises, ça se passe partout. Microsoft avec Bill Gates, la première fois qu'on lui a dû demander de construire des systèmes d'exploitation, il ne savait pas le faire. Et pourtant, il a dit qu'il allait le faire. Il a mitonné. Et pourtant, ça a donné Microsoft. Ouais. Donc, moi, ce que je dis, c'est que vous pouvez bluffer, mais soyez sûr que vous êtes suffisamment engagé pour aller chercher vraiment la solution. C'est ça qui fait toute la différence. Merci, Richard. C'est moi. Richard Gauthier Odrado. Oui. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a transformé sa passion en un véritable empire. De l'enfant qui démonte ses jouets à l'entrepreneur qui révolutionne la tech en Afrique, son parcours est une source d'inspiration
pour tous ceux qui rêvent de changer le monde. Pour en savoir plus sur cet acteur de la tech, n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux, Richard G. Quadrado. Parfait. Et si vous aussi, vous avez un projet innovant, n'hésitez pas à nous contacter. On se mettra à table pour vous. Richard? Oui. Alors, on va trinquer? À ta santé. À la tienne. Et merci d'être venu. Je t'en prie, c'est un plaisir. Bonsoir chez vous. C'est le cousin de Stéphane. Normal.